proposé va être une gageure, condenser donc, 800 pages de thèse et 100 ans d'histoire de protection de la nature, donc milieu 19e, milieu 20e siècle, en moins de 20 minutes, effectivement. Donc je vais résumer très sévèrement mon propos et je développerai tel ou tel point selon vos questions. Donc je me suis intéressé, et je vais vous décrire, et expliquer cette histoire d'un cheminement naturaliste vers la protection de la nature à partir du cas de la société d'acclimatation. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la société d'acclimatation? Eh bien très simplement parce qu'elle montre une vraie évolution sur ses 100 premières années d'existence. Cette évolution, je vais vous la présenter à travers deux exemples. Le premier, ce sont des médailles. Ici, vous voyez la médaille de la société d'acclimatation, plus ou moins bien d'ailleurs peut-être. Au centre, vous avez donc un personnage féminin, qui symbolise la société tout simplement, qui appuie son bras à gauche sur les animaux domestiqués et qui tend le bras droit aux animaux acclimatés. On a une vraie symétrie autour de ce personnage féminin, avec le bœuf qui fait face au yak, la poule au hocco, le mouton à l'alpaga, et tout en haut, le cheval à l'héniode. Ici, on a une vision de la nature qui est tout à fait particulière. Il n'y a pas du tout de sauvage. C'est l'homme qui est au centre d'une nature utilisée. La deuxième médaille que je vais vous présenter, c'est celle de la LPO, qui naît en 1912. À cette époque-là, la LPO est une simple sous-section de la société d'acclimatation. Donc, c'est deux médailles d'une même société savante. Ici, vous voyez que le propos est radicalement différent. On a un oiseau dans son nid, entouré de feuillage. On représente une nature sauvage, qui est au cœur des préoccupations. La nature utilisée et l'homme est totalement absente. On a bien en 60 ans une profonde évolution de la vision du monde par les naturalistes. Cette évolution-là, on la voit également à travers l'intitulé de cette association de savantes. La société d'acclimatation devient en 1960 la Société nationale de protection de la nature, ce qu'elle est toujours actuellement. Alors, la question, ça va être comment et pourquoi l'opinion de ces naturalistes de la société d'acclimatation s'est transformée sur ce long siècle. Et quelles ont été les conséquences pratiques et concrètes de cette mutation. Je vais vous présenter un bon historien, donc une approche diachronique en trois parties. Et la première partie va s'intéresser au XIXe siècle, où va triompher une idée particulière, une idéologie qu'on va appeler l'utilitarisme, qui postule que les espèces et les milieux n'ont de valeur que s'ils ont une utilité directe et immédiate pour l'homme. C'est bien l'homme qui est au centre des préoccupations et qui est au centre de la nature. Du coup, on peut se demander comment, dans ce contexte idéologique si particulier, peut émerger une idée de protection de la nature. Parce qu'effectivement, la société d'acclimatation se préoccupe d'abord d'acclimatation. C'est ce qu'a défini son premier président, son fondateur, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, directeur du Muséum de Paris, qui dit que la société d'acclimatation doit d'abord concourir à l'introduction, à l'acclimatation, à la domestication, au perfectionnement et à la multiplication des espèces, principalement animales. De protection, il n'est absolument pas question, donc, à l'origine. L'objectif est très simple, acclimater, c'est créer de la richesse en accumulant les espèces, si possible étrangères. La richesse naît de cette accumulation. Bon, on en voit certaines conséquences actuellement. Quelles sont les espèces à acclimater? Je vais prendre l'exemple des oiseaux. Donc on a d'abord des oiseaux qu'on veut livrer à la consommation. Je vous ai mis ici l'exemple du nandou, qui va être élevé en France, dans plusieurs endroits, et qui va être consommé régulièrement par les savants de la société d'acclimatation. Ils ont une image, comment dirais-je, assez extatique d'une omelette faite à partir de nandous en 1906, qui laisse un souvenir très important parmi les savants. Bon, le nandou n'a pas du tout rentré dans les élevages français. Bon. Deuxième type d'oiseau que l'on cherche à acclimater, c'est du gibier. En 1856, les savants de la société d'acclimatation cherchent à introduire le colin de Virginie. Pourquoi le colin de Virginie? Eh bien, ils constatent que la perdrix grise est en train de disparaître en France. Plutôt que de protéger la perdrix grise, ils se disent, bon, on va la remplacer par un autre gibier. Pourquoi? Très simplement, utilitarisme. L'important, ce n'est pas l'espèce, c'est le profit qu'en tire l'homme. Une espèce disparaît et on introduit une autre. L'homme peut continuer à chasser un oiseau, et finalement, c'est ce qui est le plus important. Deux autres raisons vont motiver les introductions. D'abord, des oiseaux d'agrément, pour les parcs aristocratiques notamment, on parle là d'un milieu plutôt élitiste, et puis les auxiliaires de l'agriculture. Ces oiseaux auxiliaires de l'agriculture vont permettre de mettre en évidence une première logique de protection
contenus dans cette idéologie utilitariste. Effectivement, conserver l'utile est une première forme de protection. Donc on va chercher à conserver notamment les oiseaux insectivores. Je vous ai mis ici une affiche de la LPO de 1921 qui s'intitule donc « Nos amis les oiseaux », c'est très explicite, et qui s'adresse aux agriculteurs. Bon, on présente en image un certain nombre d'oiseaux en situation de prédation d'insectes, hein, un gommouche gris qui dévore une tirette du chou, un cochonipé qui mange un taupin des moissons, et le propos est très clair, la protection des oiseaux est une question de vie ou de mort pour l'agriculture française. Donc on protège un certain nombre d'oiseaux parce que c'est utile à l'homme. C'est ainsi que va être conclue, hein, signée en 1902, la Convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Bon, donc de l'utilitarisme, on a une première forme de protection. Le problème qui va se poser, c'est que quand on parle d'animaux utiles, on parle également de nuisibles. Et les nuisibles, il faut les détruire. Donc on est dans une logique ici, un paradigme, qui fait que la nature va être classée. Et effectivement, cette convention de 1902, qui est une avancée qui est saluée par les protecteurs, eh ben, va prévoir dans son article 9 qu'on doit détruire les oiseaux considérés comme nuisibles à la chasse ou à la pêche, ou nuisibles à l'agriculture. Donc on a ici, on le voit tout de suite, une limite qu'on atteint assez rapidement par rapport à la protection contenue dans l'utilitarisme. Un deuxième cheminement va apparaître au XIXe siècle, qui va conduire vers une certaine protection, c'est la question de la surexploitation des ressources. On a peur que les ressources naturelles disparaissent et que l'homme ne puisse plus les utiliser. Donc on est bien dans une logique utilitariste. Je vais développer un peu l'exemple de la disparition du poisson. Depuis des dizaines d'années, voire des centaines, on craint le dépeuplement des cours d'eau français. Et au XIXe siècle, les savants font des constats très lucides sur la place de la part de l'homme dans cette disparition. Ils identifient trois causes principales: la surpêche, effectivement, les pollutions et les barrages. C'est quelque chose finalement d'assez avancé. Ils proposent un certain nombre de solutions. La première solution, puisque le poisson disparaît, on repeuple. C'est aussi simple que ça. Donc on va soutenir et développer la pisciculture, on va artificialiser le sauvage, les poissons disparaissent d'un cours d'eau, à cause d'une pollution accidentelle, et bien on va lâcher des millions, voire des milliards d'alevins, de façon à ce que le poisson réapparaisse. C'est très largement un échec, qui n'aboutit pas à rétablir les populations de poissons en France. La deuxième action que ces membres de la Société d'acclimatation vont mener, ça va être les échelles à poissons, qui dénoncent déjà une conception plus aboutie des questions de protection de la nature, puisqu'ils prennent en compte un habitat, et ils vont chercher à restaurer des continuités, nous dirions de nos jours écologiques. Le mot n'est pas encore utilisé à l'époque. Et vous voyez ici, en 1884, les sociétaires qui proposent une échelle à poissons, le modèle McDonald's, et vous voyez bien sagement les poissons remonter ici à la queue leu, le bief, surmonter le seuil et passer au bief supérieur. Bon. Sur ce sujet-là, la Société d'acclimatation, à l'écoute de l'État et des ministères, et le ministère des Travaux publics va recommander, chaque fois qu'on a un seuil, d'installer une échelle à poissons, ce qui va être fait dans différentes régions françaises. Les résultats ne sont pas aussi très positifs, étant donné qu'en ne supprimant pas les causes de destruction, voilà, les choses ne s'améliorent pas forcément. Une troisième action va être menée, c'est celle des réserves. On va, sur le modèle d'une réserve de chasse, essayer de mettre en protection une partie de portion de cours d'eau. On va tout simplement interdire les activités destructrices, hein, et on espère que par une génération, on va dire spontanée de poissons, on va pouvoir repeupler tous les cours d'eau. Cette idée de réserve est développée très fortement, elle n'aboutit là aussi sur des résultats qui sont très mitigés. Donc voilà, au XIXe siècle, on a effectivement la notion de protection qui apparaît dans les milieux naturalistes, mais qui est très largement subordonnée à l'idéologie utilitariste. Or, c'est ce regard savant particulier qui va se transformer profondément autour de 1900, notamment par l'action d'un homme, Edmond Perrier, président de la Société d'acclimatation, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui va réorienter la Société d'acclimatation clairement vers la protection de la nature. Il va la réorienter parce que plusieurs thèmes vont arriver sur le devant de la scène, hein, et qui vont sensibiliser ces sociétaires. Le premier, on repart sur la notion utile-nuisible, et très rapidement, les savants vont dire que cette opposition-là, cette distinction, ne fonctionne pas du tout. Parce qu'ils sont incapables de prouver l'utilité ou la nuisibilité totale d'une espèce en tout temps et en tout lieu. Et du coup, ça les amène à définir un concept assez particulier, très intéressant, celui d'équilibre naturel,
qui va postuler que la nature s'équilibre quand l'homme n'intervient pas. Ce qui est sans doute très largement faux, mais enfin c'est un équilibre aussi dynamique dont il parle. Mais du coup, ils sortent l'homme de la nature et ils en viennent à contester l'idéologie utilitariste même. Ils disent qu'il ne faut plus réfléchir selon l'intérêt de l'homme, mais voir quelle place chaque espèce occupe dans un ensemble plus général, un ensemble naturel. On voit là tout de suite qu'on a une évolution extrêmement importante par rapport au XIXe siècle. Le deuxième thème qui va amener une certaine prise de conscience sont les extinctions d'espèces. Ces extinctions, on les connaît maintenant depuis assez longtemps, au XIXe siècle, et au départ, les sociétaires, notamment pour le dodo, vont déplorer l'extinction, la regretter, parce qu'ils considèrent que, du coup, une fois éteint, le dodo, on ne pourra pas l'acclimater dans les basses-cours françaises. Et c'est une perte qui est effectivement extrêmement tragique. Bon. Mais rapidement, et surtout à la fin du XIXe siècle, ce sont d'autres extinctions qui vont leur faire peur. L'extinction du bison, la quasi-extinction du bison d'Amérique, celle du grand pingouin, que je vous ai représenté ici, et surtout celle du pigeon migrateur. Donc des troupes de plusieurs milliards d'individus, décrits par Jean-Jacques Audubon, qui sont réduits en 1914 à une seule femelle dans un zoo américain qui décède, Martha, et donc l'espèce du pigeon migrateur s'éteint. Et ça fait peur, savant français. Ça fait peur, parce que nous sommes dans un espace développé, on voit une espèce extrêmement nombreuse qui, en quelques années, est réduite à presque rien, et qui est réduite à presque rien sous l'action essentiellement de l'homme. Et ça provoque chez eux une grande crainte, celle de voir des espèces françaises disparaître à leur tour. Et donc une perte de ressources très importante. Cette inquiétude, ils vont notamment la manifester pour un animal, le castor d'Europe. Et là, je vous ai mis deux cartes. Une du XIIe siècle, qui présente la répartition du castor, il est présent dans toute l'Europe, et une autre en 1900. Bon, le castor est au bord de l'extinction. Toutes ces populations fragmentées sont en régression. En France, il ne reste que quelques dizaines d'individus. En Camargue, il est très sévèrement pourchassé. Voilà. Donc cette inquiétude-là naît chez les savants. Alors pourquoi le castor est-il aussi férocement détruit? Eh bien tout simplement parce que c'est un animal utile. On l'utilise pour sa fourrure, parce qu'on le mange, et parce qu'on utilise le castoreum. Donc de tout temps, le castor a été pourchassé parce qu'il est utile. L'utilité, là, ne conduit pas à sa protection. Mais le castor, au XIXe siècle, est aussi nuisible. Nuisible parce qu'il va creuser des terriers, et donc on l'accuse de percer les digues. On a donc des primes en Camargue pour la destruction de castors. Il y a des dizaines de castors comme ça qui sont détruits. Le castor est nuisible aussi parce qu'il consomme des arbres au bord de l'eau, et c'est quand même un dommage, il ne sait pas faire la différence entre un saule et un peuplier de culture ou un pommier. Donc forcément, manque d'éducation, et donc il est détruit. Et puis enfin, le castor construit des barrages sur des petits cours d'eau. Il va inonder les champs ou les prairies au bord de l'eau. Et effectivement, donc, il gêne l'homme. S'il gêne, il doit donc être détruit. En 1890-1895, on a quand même un certain nombre de naturalistes, locaux et aussi nationaux, qui vont s'inquiéter de cette disparition du castor et qui vont chercher à sensibiliser la Société d'acclimatation et la Société zoologique de France. Pure perte. Pourquoi? Parce que ces sociétés sont très mitigées, refusent de s'engager pour pousser à une protection du castor sur un seul principe. Le castor est nuisible. Pourquoi va-t-on protéger une espèce nuisible? C'est inconcevable pour eux. D'accord? Le castor est nuisible, c'est donc naturel qu'il disparaisse. Il n'a plus sa place. 15 ans plus tard, les choses ont totalement changé, puisqu'en 1909, le castor va être protégé dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse, par des arrêtés préfectoraux, et en 1922, il va être protégé en Drôme. Et le préfet de Drôme, M. Vatrin, va obtenir la médaille d'argent de la Société d'acclimatation en raison de cette action pour la protection du castor. Donc en 1895, la Société d'acclimatation refuse de s'engager pour protéger le castor. 1922, elle récompense quelqu'un qui le protège. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, on a une double mutation des mentalités que Mango, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Nîmes, qui est un des savants qui ont le plus poussé à la protection du castor, notamment en Camargue, va nous décrire ça. Donc on a une double mutation des mentalités. D'abord, la notion d'équilibre naturel, que j'ai exposé tout à l'heure, qui va servir ici au castor. Le castor redevient utile, mais pour la nature, non plus pour l'homme. D'accord? Donc les naturalistes considèrent que ce castor doit survivre. Et le castor, on va lui assigner une valeur patrimoniale. Il devient une espèce intéressante, il devient une espèce française, donc nationale, et qu'on doit protéger parce qu'il crée une richesse zoologique nationale. Et là, je cite Louis Magot d'Aubusson, qui a fait un article sur le castor, justement, dans le bulletin de la Société d'acclimatation. Donc par ces deux idées-là, et cette notion de patrimonialisation du castor,
provient en fait du courant de protection des paysages. Les protecteurs de la nature ont pris l'idée de patrimoine naturel dans le courant des paysages et ils l'ont appliqué à une espèce. Ainsi, le castor de nuisible devient un patrimoine à la fois pour les naturalistes, mais aussi pour les élites politiques et locales, puisque c'est ces élites-là qui prennent la décision de le protéger en Provence. Mais ce début du XXe siècle, ce sont aussi d'autres créations, d'autres évolutions dans le mouvement de protection de la nature, et notamment la naissance de la LPO en 1912, qui est au départ une émanation directe de la société d'acclimatation. Cette LPO va manifester une volonté d'agir directement pour la protection des oiseaux, et elle manifeste aussi l'évolution des mentalités. Louis Magot d'Aubusson, ici, le premier président donc, de la LPO, personnifie en quelque sorte cette évolution. Je voulais résumer par deux de ses ouvrages. En 1879, il publie La fauconnerie au Moyen-Âge. C'est ce qui va le faire reconnaître comme un ornithologue important. C'est d'abord un avocat, Louis Magot d'Aubusson, donc c'est un amateur. Mais il est reconnu par ses pairs comme étant un ornithologue de très bon niveau, et il intègre l'année d'après la société d'acclimatation. La fauconnerie au Moyen-Âge, il n'y a pas une ligne sur la protection des oiseaux. On décrit les oiseaux de proie, on explique leur utilisation et leur utilité, et c'est tout. À la fin de sa vie, en 1912, son dernier ouvrage, ça va être le guide pratique sur la protection des oiseaux. Là aussi, voilà, dans le temps d'une vie, les choses, les conceptions ont profondément changé. Mais 1912, ce n'est pas simplement la naissance de la LPO, c'est aussi l'apparition de la première réserve ornithologique de France, la création de la réserve des Sept-Îles. Je mets des guillemets à réserve, je vous les expliquerai. Cette réserve a pour but de protéger le macaron moine, ici, qui était détruit par des chasseurs parisiens, qui venaient en train jusqu'à Perros-Guirec, qui prenaient le bateau avec des caisses de kilos de cartouches et qui tiraient sur tous les maquereaux qu'ils pouvaient sur l'île Bouzic, un seul lieu de nidification en France, et puis ensuite ils repartaient. Voilà. Donc ça pendant plusieurs années. Albert Chapelier, donc, un ingénieur agronome, membre de la société d'acclimatation, à l'origine de la LPO, a constaté cela dès 1908, l'a dénoncé, a obtenu le soutien de la société d'acclimatation, et donc de la LPO naissante, et a obtenu du préfet des Côtes-du-Nord, le 28 août 1912, un arrêté préfectoral qui interdit la chasse sur les Sept-Îles. Vous l'avez ici sur un des panneaux installés par la LPO en 1913, sur l'île et à Perros-Guirec. Vous voyez bien qu'on a la mention de la société d'acclimatation, de la LPO, et puis de l'arrêté permanent du préfet. Donc on n'est pas vraiment sur une réserve, gérée par la LPO, on est sur un arrêté préfectoral pour protéger une espèce. C'est déjà suffisamment nouveau à l'époque, c'est la première fois que cela se produit, et on voit bien là encore l'influence de la valeur patrimoniale. Le macareux n'est pas utile à l'homme, si on se place dans une logique utilitariste. Si on le protège, c'est parce qu'on considère que cette espèce en tant que telle a une valeur et a une importance, et qu'il importe qu'elle ne disparaisse pas de France. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Bon. Ensuite arrive la Première Guerre mondiale, qui représente une petite rupture, un petit arrêt dans ce mouvement de protection, qui va se développer vraiment dans l'entre-deux-guerres avec beaucoup de nouveautés. D'abord, la société d'acclimatation va internationaliser la protection de la nature, avec deux congrès, le 1923 et 1931, les deux premiers congrès internationaux de protection de la nature, organisés à Paris, par la société d'acclimatation, avec la collaboration de la LPO et de la Société pour la protection des paysages de France. La société d'acclimatation va créer aussi en 1933, dans son sein, une section protection de la nature, ce qui est tout à fait nouveau, puisque les autres sections sont très classiquement, la première sur les mammifères, la seconde sur les oiseaux, la troisième sur les batraciens, les reptiles, la quatrième sur les poissons, et la cinquième sur les végétaux. La sixième, c'est une section de protection de la nature, vous voyez, qui est tout à fait transversale, et sur un objet plus éthique que réellement naturaliste. Mais l'entre-deux-guerres représentait deux éléments de nouveauté importants. D'abord, le premier élément, c'est que les sociétés vont se décider à agir elles-mêmes. Jusqu'au début du XXe siècle, les sociétés savantes appellent à l'État pour lui demander de faire respecter les lois, pour lui demander de durcir les lois, pour lui demander de créer des parcs nationaux, ce qui ne se fait jamais, en tout cas en France. À partir des années 1920, les sociétés savantes, naturalistes, vont décider de créer elles-mêmes et d'agir sur le terrain pour protéger la nature. Ça va être la création de la réserve de Camargue, donc 1927, suivie du Néouviel en 1935 et du Lausannier en 1936. Trois réserves gérées directement par la société d'acclimatation. Elle possède les terrains où elle en est locataire et elle agit sur place pour essayer de mettre en place des réserves, je dirais, intégrales
où l'action de l'homme va être minimale et la nature entièrement préservée. Bon. La LPO, elle, va continuer sur la logique des 7 îles et obtenir des arrêtés préfectoraux pour protéger 3 espaces, la forêt de Mormal en 1920, les falaises de Manilanco en 1931 et le Cap Fréhel en 1935. Donc là, on est sur la même logique des 7 îles. Ils informent le préfet prend un arrêté pour interdire la chasse. La LPO ne gère pas du tout ces réserves. À la rigueur, elle met 2-3 panneaux et c'est tout. Néanmoins, elle va innover fortement à cette période-là. D'abord, en 1930, elle va se retrouver gestionnaire privé des 7 îles, elle va louer les 7 îles, elle va consacrer un budget aux 7 îles et elle va avoir le service d'un garde. Donc là, on a une vraie réserve qui se crée, une réserve privée de protection des oiseaux. Et puis, encore plus important, en 1920, elle va créer les premiers refuges LPO qui existent encore de nos jours. Hein. Il y en a plusieurs dizaines de milliers en France encore, avec des petits panneaux comme ça, refuges pour les oiseaux. Ici, la LPO innove parce qu'elle demande à chaque membre, à chaque adhérent, individuellement, et non plus collectivement, d'agir sur le terrain en protégeant les oiseaux chez soi. Et ça, c'est un changement important. Effectivement, on voit apparaître ainsi un nouveau militantisme en faveur de la protection des oiseaux. Le travail naturaliste devient plus militant avec un changement d'acteurs. On a les ornithologues chasseurs du 19e siècle qui deviennent des ornithologues protecteurs. Ils vont délaisser les fusils qui servaient à constituer des collections pour utiliser des jumelles et observer les oiseaux vivants dans leur milieu. Donc un changement de pratique très important. Et on voit apparaître également des femmes, effectivement, dans ces associations, et notamment à la direction de la LPO, avec une femme en particulier, Alexandrine Feuillet-Billot, qui reste pendant 40 ans, secrétaire adjointe de la LPO, et qui représente une sorte de synthèse du courant de protection des oiseaux dans l'entre-deux-guerres. Elle est tout d'abord naturaliste, elle appartient à un certain nombre de sociétés savantes, elle est reconnue comme étant un ornithologue de bon niveau. Elle écrit aussi des ouvrages d'aviculture, elle s'intéresse à l'élevage des oiseaux en cage, ça peut sembler choquant, mais la LPO garde une composante élevage jusqu'en 1966, tout de même. Elle appartient au courant de protection des animaux, elle appartient à la SPA, la Société protectrice des animaux fondée en 1845. Elle obtient en 1925 la médaille de la SPA pour sa lutte contre la plumasserie, vous savez, la mode des chapeaux à plumes, hein, qui aboutissait au massacre de dizaines de milliers d'égrets, notamment au début du XXe siècle. Et elle obtient cette médaille aussi pour son investissement contre l'aveuglement des pinsons. C'était une pratique qui avait cours au nord de la France et en Belgique, qui constituait à capturer des petits passereaux, essentiellement des pinsons, à les aveugler, et pour développer, hein, soi-disant, leur qualité de chant. Bon. Alexandrine Feuillet-Billot s'investit dans cette lutte et la LPO obtient en 1925 l'arrêt total de cette pratique. Bon. Et puis enfin, elle développe toujours une conception utilitariste et elle intervient régulièrement sur les ondes de Radio Paris par des causeries agricoles où elle explique l'importance des oiseaux insectivores dans le développement de l'agriculture française. Vous voyez qu'on a donc un certain nombre de courants là, qui se rejoignent sur cette personne-là et qui expliquent qu'on a des avancées importantes en matière de protection et surtout un militantisme différent. Je vous ai parlé des refuges LPO, je terminerai par ces deux images. Vous voyez, dans l'entre-deux-guerres, on demande aux gens d'installer des nichoirs. Ici, un nichoir à l'hirondelle, hein, dès 1922. On propose un modèle et des plans. Je dirais que Schwegler n'a rien inventé, hein, en termes de nichoirs. Et puis, on propose également des mangeoires qu'on va installer soit chez soi, soit tout simplement dans des parcs et des jardins publics. Ici, vous le voyez, à Fontainebleau. Donc on demande aux adhérents d'agir eux-mêmes sur le terrain, et c'est ça une évolution qui me semble majeure. Je conclurai en mettant en avant les deux éléments qui me semblent essentiels. D'abord, que cette nature-objet du XIXe siècle va devenir une nature patrimoine de l'humanité, à conserver pour les générations à venir, selon des propos de l'époque. Et que ce qui me semble également essentiel, c'est qu'on a une protection savante, naturaliste, qui va devenir à cette époque-là plus militante et plus éthique, et ce qui va conduire à de nouveaux combats. Il me semble, pour terminer, que le mouvement actuel de protection de la nature tire de cette époque-là une large partie de ses racines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Je pense qu'il y a des questions à ça. On a un peu de temps maintenant, on a rattrapé.
vu qu'on est en retard, c'est pour ça. Oui, non, mais question. Le micro arrive. Non, 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 tout de suite. Pas de champ. Oui, je voudrais revenir sur la période fin 19e, début 20e, et illustrée par la Convention de Paris 1902 sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Alors, bien sûr, il y a cette notion d'utilité, mais on peut se demander quand même dans quelle mesure cette utilité n'a pas été d'abord, aussi, dans le fond, un argument, une stratégie des protecteurs de la nature de l'époque, qui savaient, comme nous d'ailleurs on le sait aussi aujourd'hui, que pour obtenir des succès dans la protection, il vaut mieux tenir un discours économique qu'un discours strictement naturel. On voit d'ailleurs cela aujourd'hui avec peut-être la biodiversité. Parmi l'argumentaire, on mentionne évidemment la pénicilline et toutes les utilités qu'on pourra tirer d'espèces conservées. J'ai un petit peu pu leur poser cette question parce que c'est Patrick Janin qui est ici présent qui a bien montré le rôle du discours utilitariste à partir de son analyse des travaux de Houstalet, que vous avez pu citer Houstalet du muséum, qui a été vraiment un des artisans de la protection des oiseaux à la fin du 19e au début du 20e. Vous avez parfaitement raison, cette convention a été une sorte de compromis. Et effectivement, on enrobe sous le terme d'utilitarisme des mesures de protection que l'on souhaiterait voir plus générales. En 1902, la société d'acclimatation, très majoritairement, les membres sont convaincus que cette séparation, cette dichotomie entre utile et nuisible n'est pas du tout réelle, n'est pas du tout opératoire. Il y a eu des grands débats déjà dès les années 1870 à propos du pic vert notamment, où la société d'acclimatation conclut très simplement, en organisant une sorte de procès, que le vivert est un animal que l'on doit protéger, même si parfois il peut être nuisible à l'homme. Donc cette idée-là, la société d'acclimatation, elle est déjà convaincue. Sauf qu'effectivement, il faut le vendre au pouvoir public, il faut le vendre aux agriculteurs, il faut le vendre aux institutions, et donc on enrobe ça par l'utilitarisme. Vous avez raison. La Convention est un compromis. Les savants sont déjà plus en avance par rapport à ça. Cette notion d'utilité, d'animal utile, animal visible, ils considèrent qu'il ne faut plus utiliser ces termes-là, sauf qu'ils n'en proposent pas d'autres. Et donc les termes vont rester, et vont rester jusqu'à notre époque. On parle encore d'animaux utiles et d'animaux nuisibles. Voilà, alors qu'il y a 100 ans, les savants avaient déjà établi que utile nuisible, c'est totalement stupide. Une question encore? Patrick Janin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt la relation d'une expérience. Cette question utile, visible, aujourd'hui on dispose d'éléments plus importants, me semble-t-il, pour mieux appréhender la façon dont elle est reçue socialement, et en particulier dans les services de l'État. Je pense à un cas très particulier. Aujourd'hui, l'administration établit des listes d'animaux nuisibles, et l'édification de ces listes doit être précédée de la consultation du public. Cela se fait sur les sites internet, notamment des préfectures, des directions départementales du territoire aujourd'hui. Et ensuite, l'administration fait la synthèse des observations du public et produit également ces remarques, les remarques que les observations publiques lui inspirent. Et alors là, je prends un exemple très précis. Dans le département de Saône-et-Loire, cette année, donc, il y a eu une consultation du public sur l'établissement de liste d'espèces nuisibles. Et les observations publiques ont été mises en ligne, et plusieurs naturalistes ont contesté cette classification de nuisibles et la notion même de nuisible. Et la réponse de l'administration, la remarque induite par l'administration à cette observation, c'est la réponse suivante, position philosophique. Voilà. On dit, du côté de l'administration, on refuse le débat, on ne comprend pas le débat, nuisible, utile, on ne comprend pas la critique de cette notion d'animaux nuisibles, on en fait une position philosophique, donc une opinion tout à fait personnelle, qui n'a pas sa place, notamment dans
dans la fonction administrative qui consiste à établir l'espèce nuisible. Oui, alors qu'il s'agit de l'opinion scientifique. Alors qu'il s'agit d'opinion scientifique, bien évidemment. La même philosophique, je ne vois pas ce que Platon ou Heidegger nous fait maintenant. C'est perçu comme ça. C'est la perversité de ces consultations où on met sur le même plan la parole du scientifique et la parole de n'importe qui. Et ces consultations, c'est bien que ce sont des alibis et que ça permet des décisions ensuite qui sont d'ordre simplement politique, mais non plus ni scientifique, ni fondées sur rien d'autre. Voilà. Et on sait très bien que les villes de musique dans un certain nombre de départements, c'est pour faire plaisir à ce nombre de fédérations de chasseurs, et permettre de chasser en tout temps quelque chose. Bon, voilà, c'est évident. Et ce n'est même plus enrobé d'une notion d'ordre scientifique, effectivement. Mais là, je pense qu'on a une très grande permanence dans nos représentations, dans nos sociétés, de cette notion d'utilité. Et c'est vrai que moi, je me suis arrêté à la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite, on a le phénomène appelé les 30 Glorieuses, dont on a un peu parlé tout à l'heure, où effectivement la notion d'utile est revenue très en force. Hein, et l'importance c'est de produire, et du coup l'idée de protéger la nature a subi une vraie éclipse à ce moment-là. C'est pour ça qu'on pense qu'elle est apparue dans les années 60-70. En fait, c'était une éclipse auparavant qui a masqué ce qui existait précédemment. C'était évident. Bien. On va clore les débats. Puisque tout à l'heure, on va avoir une table ronde. On va pouvoir rediscuter, échanger.